Dans une autre vie, quand je travaillais à l'UNESCO, nous avions un projet de gestion des transformations sociales. Pour ce projet, nous avions gardé en français et en anglais le mot most. Most, ça veut dire dans les langues slaves des ponts. Et je pense que ce dont il est question ici, c'est de faire des ponts entre les décideurs et leurs administrés, c'est de faire des ponts entre les chercheurs et les populations, c'est de faire des ponts entre les différents protagonistes du développement, en sachant que nous sommes fondés sur le postulat qu'ils sont des acteurs et des protagonistes qui sont d'égale dignité. Il n'y a pas des décideurs et des bénéficiaires. Il y a des acteurs capables de faire des énoncés sur leur propre situation et qui, pour cela, sont considérés comme des acteurs à part entière. Je pense que maintenant, je m'avais donné la parole à Paloma, qui va être le seul que je me permettrai de modérer, parce que je sais que Paloma est une source intarissable de bonnes recettes. Mais les bonnes recettes, s'il te plaît, les bonnes recettes pour répondre à la vulnérabilité épistémique de l'Afrique, les bonnes recettes pour une vision centrée sur nous et par nous, les bonnes recettes pour les orientations qui tiennent compte de nous en tant que protagonistes à égale dignité, et les perspectives pour le prospectiviste que tu es, je te demanderai de les résumer en 10 minutes. Merci beaucoup Mariama. Vous comprendrez que ce n'est pas sans hésitation que je prends la parole parce que je sais que j'aurai droit à une intervention rigoureuse de Mariama si je sors des clous. Mais d'un autre côté, je crois qu'il me faut commencer par dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'ai été touché par la qualité des débats. Ce serait véritablement de ma part faillir à une exigence de vérité que de taire le fait que les débats sont de qualité. Je ne les attendais pas, je ne pensais pas qu'ils seraient d'une telle intensité, parce que je disais avant de commencer que lors de ces réunions préliminaires, qu'une rencontre de ce type, c'est un peu une auberge espagnole, on y mange ce qu'on y apporte, mais je crois vraiment qu'on y a bien mangé parce que chacune et chacun ici est porteur d'interrogations et est à la recherche de sens, et c'est ça qui fait que nos débats ont été de qualité. Mais il y a une exigence connexe qui est celle de vérité. C'est une exigence de courtoisie qui m'amène à rendre à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence à remercier la banque, Ousmane et toute son équipe pour avoir créé les conditions qui ont permis une telle qualité. Dès l'entame de cette rencontre, le décor était planté et la méthode a été définie. En plus des finalités, une méthode a été définie qui privilégiait l'interaction, le dialogue fécond et qui éliminait d'emblée toute position qui pouvait être d'autorité. Et c'est ce qui a fait que des coups de gueule, pour reprendre une expression qui a été utilisée, ont été par moments proférés. Quelquefois, ça a été des coups de cœur. On a vu aussi des plaidoyers qui avaient l'air, qui ressemblaient davantage à des suppliques et à des prières qu'autre chose. Et je crois que le fait que nous ayons pu parler un langage qui est celui de tous les jours est quelque chose qui est important et qu'il faut garder. Et on dit cela, la commande, en quelque sorte, de Mariama n'est pas des plus faciles, parce qu'il est exclu qu'on puisse résumer des débats d'une telle richesse en 10 minutes, surtout si on doit s'appuyer sur la mémoire, dont on sait qu'elle est sélective. Car, comme le dit Birago Diop, citant un proverbe de chez nous, lorsque la mémoire va chercher du bois en forêt, elle ramène le fagot qui lui plaît. Il est clair que donc toute synthèse
serait quelque part non seulement vouée à ne pas être exhaustive, mais elle serait marquée du tropisme qui est celui de la personne qui fait cette synthèse. J'annonce donc très clairement que je n'ai pas une telle ambition. Par contre, ce que je peux faire, c'est partager avec vous des réflexions sur 3 points qui me semblent avoir revêtu une certaine importance au cours de nos débats. Le premier point porte sur la nécessité d'une compréhension plus grande de la vallée du fleuve. On parle d'une zone qui est connue, qui a été étudiée depuis le 5e siècle. Le fleuve Sénégal est connu. Et les études, les enquêtes qui ont été faites sur cette région, les travaux et études sur cette région sont nombreux, de qualités différentes, diverses, en fonction des tropismes et des cadres conceptuels, mais on a amassé une grande masse d'informations. Pour autant, il y a encore un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects de la région qui mériteraient d'être davantage étudiés. Et l'exigence est là. Si l'on veut aboutir à des diagnostics, et les diagnostics, il en faut, parce que sans diagnostic, on ne peut pas traiter un problème de manière sérieuse. Si l'on veut faire des diagnostics, il nous faut approfondir les études. Malheureusement, ce qui est souvent présenté comme des diagnostics relève davantage de la photographie que des diagnostics réels. On a des descriptions plus ou moins détaillées de divers aspects de la vie dans la vallée, dans la vallée du fleuve du Sénégal, mais comment les diverses variables identifiées et analysées sont interreliées, souvent il manque cela. On a donc, comme le font souvent les entomologistes, des photographies d'une réalité, mais la réalité qui est figée n'est pas une réalité. Une réalité, elle est par définition dynamique, et donc, pour moi, tout diagnostic est incomplet s'il se limite à n'être qu'une photographie de la réalité à un temps T. Un diagnostic n'a de sens que s'il montre par quel processus et selon quelles interactions nous sommes passés d'une situation, nous sommes en présence d'une telle situation. Et je crois qu'il existe des outils pour faire ce genre d'analyse, pour faire ce genre de diagnostic. Leur usage n'est malheureusement pas courant dans le monde du développement ou dans le monde de l'administration du développement, mais il me semble qu'à la faveur du projet, on pourrait recourir davantage à ces outils et promouvoir des approches systémiques de la vallée du fleuve. Un défi d'ordre méthodologique, parce qu'encore une fois, si le diagnostic n'est pas aussi solide qu'il devrait l'être, il y a peu de chances que les solutions soient efficaces ou durables. En rapport avec cela, il y a un autre déficit qui est d'ordre conceptuel. Nous parlons souvent en termes de secteur, nous parlons souvent en termes de discipline, nous parlons souvent en termes d'acteurs que nous isolons, etc. Mais nous parlons rarement en termes de mode de production, par exemple, qui permettrait de réconcilier l'environnement physique et l'environnement humain. Nous tendons à les séparer alors qu'un concept comme celui de mode de production permettrait de les relier. Nous parlons aussi beaucoup des économies de la région, mais nous ne les caractérisons pas. Alors que si on les caractérisait et si on connaissait les logiques derrière ces économies, ce que l'on conçoit ou ce que l'on perçoit comme des anomalies n'en serait pas. Il y a par exemple très clairement une logique derrière la minimisation du risque qui semble être préférée par les communautés, être préférée à la maximisation de la productivité. Cette minimisation du risque s'explique dans le cadre de sociétés lignagères où la sécurité du groupe prime sur celle de l'individu qui, lui, pourrait peut-être avoir intérêt à jouer d'autres stratégies, etc. Je crois donc que les concepts que nous utilisons, il faut que nous osions les interroger et ce n'est pas souvent fait alors que tous les concepts ont une histoire et une archéologie des savoirs montrerait que dans bien des cas, ils n'ont de sens que dans le cadre d'économies ou de sociétés non africaines et qui sont nés dans ces cadres. Je crois donc que l'effort d'intelligibilité pose un défi à la fois d'ordre méthodologique et conceptuel. Premièrement.
La deuxième chose, le deuxième point sur lequel je voudrais faire quelques remarques, porte sur la notion de développement durable. On en parle. Il y a des sommets qui lui sont consacrés, mais de quoi le développement durable est-il le nom? Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il s'agit de faire référence à une croissance forte, soutenue, à un développement inclusif, donc des impératifs de justice sociale et de soutenabilité environnementale. On les accole, ça fait trois éléments forts autour desquels on parle s'articule cette notion de développement durable. Mais je crois que ce qu'on oublie est tout aussi important que ce que l'on retient. Si l'on parle de solidarité, qu'elle soit intragénérationnelle ou intergénérationnelle, dès qu'on parle de solidarité, on n'est plus dans le domaine technique, on est dans le domaine politique. Parce que si la solidarité est nécessaire, c'est qu'il existe des inégalités et il y a des disparités. Et c'est l'honneur et l'ambition du politique que de corriger ces inégalités. Donc le développement durable n'a de sens que s'il est conçu comme un paradigme qui est capable, qui doit concilier deux impératifs, celui d'une justice sociale plus grande, d'une meilleure redistribution de la croissance, mais surtout trouver un mécanisme qui enraye au départ les possibilités d'inégalité. Parce qu'un développement qui accroît les inégalités ou qui fragilise la résilience culturelle n'est pas un développement durable. Il y a donc nécessité d'injecter du politique dans le développement durable et de ne pas en faire une espèce de trouvaille technique qui viendrait après d'autres, parce que ce serait vider cette notion de son potentiel subversif au sens premier du terme. Mais évidemment, dès qu'on entre dans le domaine du politique, on entre dans le domaine de la passion. Et la passion, elle n'est pas mauvaise, elle est même peut-être quelquefois nécessaire. J'utilise la passion dans le sens que Hegel donne à cette notion. Hegel distinguait très clairement la passion de la raison. Et par passion, il disait « rien de grand ne se fait sans passion ». Ce poncif, c'est à lui qu'on le doit, à Hegel le philosophe. Et en réalité, par passion, il désignait un ensemble de dispositions mentales et psychologiques qui permettent aux individus et aux communautés de sortir d'elles-mêmes, d'aller au-delà de ce qui est attendu d'elles pour réaliser quelque chose que l'on pensait jusque-là impossible. Mandela disait « impossible n'existe pas, une chose n'est impossible qu'aussi longtemps qu'on ne l'a pas réalisée ». Et la passion, c'est précisément ce qui permet de faire entrer dans le réel ce que l'on pensait impossible jusqu'alors. C'est toute la question de l'appropriation qui est de créer les conditions pour que les individus et communautés elles-mêmes retrouvent un certain goût à l'avenir, un certain goût à l'invention et un appétit pour le changement. C'est tout à fait différent. Ce n'est plus à ce moment de l'appropriation, c'est créer les conditions pour encourager l'audace. Et c'est cela le maître mot, audace. Oser penser, oser parler, oser agir. Cette audace peut prendre quelquefois la forme d'une capacité d'indignation qui est nécessaire pour qu'il y ait développement. S'indigner contre les injustices, s'indigner contre la faim, s'indigner contre la misère lorsqu'on a les moyens d'y mettre fin, mais s'indigner aussi contre la dépendance alimentaire alors qu'on a les moyens de la souveraineté alimentaire, s'indigner contre les libertés, la liberté de s'enrichir, etc., etc. Je crois qu'il y a donc cette idée que le développement, c'est un accroissement des libertés en termes d'avoir, en termes d'être, en termes de savoir, en termes de pouvoir. Et ce dont il est question avec la passion, c'est de donner goût aux individus et aux communautés pour s'emparer de ces libertés et accroître leur marge de manœuvre. Je crois que c'est ça qu'il s'agit. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit, et c'est peut-être effectivement la chose la plus difficile. Malraux, dans l'Espoir, fait dire à un moment à un de ses personnages « La vie ne vaut rien », mais il répond « Mais rien ne vaut la vie ».
Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse dire la même chose à propos de la vallée. Il y a des regards contrastés. Quand on en entend parler, on a l'impression d'être devant un tableau impressionniste sur lequel chaque groupe humain viendrait apporter sa touche. Quelques-uns, extrêmes, diront « la vie ne vaut rien dans la vallée ». Il faut pouvoir leur répondre « rien ne vaut la vie dans la vallée ». Et c'est cet espoir qu'il s'agit d'insuffler. Et je crois que c'est sur cette note d'espoir que, pour ma part, je voudrais m'arrêter en vous remerciant encore une fois de m'avoir donné l'occasion de participer à une belle fête de l'esprit.